Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette rétrospective assez spéciale puisqu'aujourd'hui nous allons nous intéresser à une infime partie de la filmographie d'un de mes réalisateurs préférés, George Romero. George Andrew Romero est un réalisateur, scénariste, acteur, auteur américain. À travers ses films d'horreur particulièrement gore et violents, mettant en scène des morts vivants, Romero critique la société américaine, sa consommation à outrance ou encore son goût immodéré pour la médiatisation. Après ses études, il commence à tourner principalement des courts-métrages et des publicités. Et à la fin des années 60, il fonde avec des amis la société de production Image Teen Production pour produire en 1968 La Nuit des Morts Vivants, écrit en collaboration avec John A. Russo. Non, pas eux, l'autre. Voilà, c'est mieux. Le film deviendra le culte des années 60 et remportera entre 4 et 5 millions de dollars. Ses films suivants sont moins populaires, There Were Always Mania en 1971, La Nuit des Fous Vivants en 1973 et Season of the Witch en 1973 ou encore Martin en 1978. Bien que n'étant pas aussi acclamé que La Nuit des Morts Vivants ou d'autres films plus récents, ceci porte sa marque, c'est-à-dire un commentaire social généralement sous fond de terreur. Comme la plupart de ses films, ceux-ci furent tournés dans sa ville favorite, dans Pittsburgh ou dans ses environs. Mais arrêtons d'avancer chronologiquement et revenons à nos moutons parce que si 1968 reste dans la mémoire collective hexagonale, c'est avant tout pour les événements de son mois de mai, des événements qui ont failli changer l'histoire, celle d'une révolution avortée. Les États-Unis subissaient eux aussi à la même époque leur lot de troubles civils, avec notamment la contestation anti-guerre du Vietnam et le combat pour les droits civiques. Dans ce contexte politique troublé, une autre révolution se préparait. En effet, le 4 avril sortait sur les écrans, dans une indifférence totale, La Nuit des Morts Vivants, premier long métrage d'un jeune cinéaste de 27 ans, George Romero. Près de 40 ans plus tard, l'importance de l'œuvre de Romero au regard de la production cinématographique mondiale est inimaginable, tant les codes qu'il a mis en place dans sa saga horrifique ont marqué le cinéma fantastique, de sa mise en scène jusqu'à sa mythologie. Le zombie décérébré avançant avec une inquiétante et inexorable lenteur, avec comme seule motivation le besoin de dévorer ses cousins encore vivants, est entré au panthéon du fantastique, au même titre que le monstre du Dr Frankenstein interprété par Boris Karloff. Mais réduire l'œuvre maîtresse de Romero à cette seule et pourtant si pertinente création horrifique serait oublier l'importance de la dimension politique de son travail. Inspiré par Je suis une légende de Richard Matheson, où je vous recommande le visionnage de l'adaptation réalisée par Francis Lawrence, qui est vraiment un très bon film, n'est-ce pas? Bref, inspiré par Je suis une légende de Richard Matheson, le scénario de La Nuit des Morts Vivants oppose un groupe d'humains désespérés, cloîtrés dans une maison isolée face aux armées de morts sorties de leur tombe, probablement sous l'effet des radiations provenant d'un satellite tombé sur Terre, déchirés par leur dimension interne et assiégés par les monstres visuellement immortels, ils vont tous succomber que ce soit sous les mâchoires monstrueuses ou de leur incapacité à agir en communauté. Le film arrive au moment où la Hammer, productrice notamment de Dracula Prince des Ténèbres avec Christopher Lee, réalisé en 1966 par Terence Fisher, définit le canon du cinéma d'épouvante. Un style gothique, flamboyant et théâtral. La Nuit des Morts Vivants est, quant à lui, tourné avec une caméra à l'épaule, proche du reportage de télévision en noir et blanc. Et cette technique de réalisation relève tout simplement du génie. Effectivement, la caméra à l'épaule va différencier ces zombies des myriades de monstres morts-vivants stylisés. Inspiré par la religion haïtienne qui peuple depuis le début des films d'épouvante, avec en figure de proue le remarquable vaudou de Jack Turner, ici, foin de passé religieux avéré, d'arguments mystiques, les zombies de Romero sont les enfants de la guerre froide. Rejetant d'une séance incontrôlée, rendu crédible car terriblement proche de l'humain, ni grandiloquence, ni distance, ni humour, le film s'impose par une approche proprement terrorisante du monstre, mis vis-à-vis immédiat avec le spectateur. Pour la première fois, le zombie devient cannibale. Et le réalisateur impose ce thème lors d'une séquence devenue depuis lors archétypale du film du mort-vivant. Le repas morbide des monstres après leur première victoire d'envergure sur leur proie. Une telle sauvagerie fait rapidement la réputation du film. Si les protagonistes peuvent au départ du film potentiellement s'en sortir indemnes, il apparaît rapidement que l'ego de tout un chacun va créer les tensions qui mèneront à leur défaite finale. Aucun des protagonistes du film ne peut douter que ce sont ses propres actions, faiblesses et décisions hâtives qui le conduiront à la ruine. Et Romero dépeint dans ce huis clos étouffant les conflits de pouvoir sordides qui ne mènent qu'à la division. La faiblesse de jugement qui conduit une mère à être assassinée par sa fille contaminée alors qu'elle aurait pu, au prix de la vie de l'enfant, échapper à ce sort, l'attachement dérisoire au lien de la famille qui conduit l'héroïne à finir dévorée par son propre frère contaminé lui aussi, Romero n'a guère de tendresse pour ses protagonistes et le message est clair, à sa mort, chacun n'a que ce qu'il mérite. Le seul à échapper à ce jugement est le héros du film, un noir dont la principale qualité est d'avoir su s'adapter aux changements moraux créés par une horde de monstres portant des visages amis. Sans scrupules, sans pitié, il mène efficacement la lutte contre ces créatures, quand bien même cela revient à abandonner la jeune fille sous sa protection quand il ne peut plus la sauver des monstres. Lui qui survivra à la terrible nuit finira tué par une troupe de soldats du dimanche. Venus comme on vient à la chasse pour tuer les monstres, ils l'abattent, pour être sûr, avec d'autant moins de scrupules qu'un noir de plus ou de moins ne compte guère à leurs yeux. Alors que le film bascule visuellement du côté du documentaire avec ses dernières images, le point de vue de Romero est clair, les brutes encore humaines ne valent guère mieux que les créatures revenues d'entre les morts. Et vraiment, quand on sait que les messages de Romero sont tels, on se demande ce que The Walking Dead possède de foncièrement original.
Le film sort sur les écrans le jour de la mort de Martin Luther King, et il n'en faut pas plus pour lier dans l'esprit des spectateurs le destin du pasteur et celui du héros du film. Rétrospectivement, Romero juge Sa Nuit des Morts Vivants surinterprété entre guillemets, et il n'en demeure pas moins qu'il a réalisé son film La Rage au ventre en héritier d'une période où la jeunesse pensait pouvoir changer les choses et n'y est pas parvenue. La frange contestataire du public se reconnaît aussi en ces temps de constatation hippie et antimilitaraliste contre la guerre du Vietnam. Dans un récit qu'il ressent comme une allégorie de la lutte d'une minorité silencieuse mais en passe de triompher contre l'établissement conservateur, la ressemblance des dernières images du film avec les images du Vietnam, les premières images de guerre retransmises à la télévision et découvertes dans tous les foyers américains penchent en faveur de cette interprétation, et sans compter qu'à l'époque de sa sortie, il eût été difficile de déceler dans La Nuit des Morts Vivants le début d'une saga cinématographique d'une telle importance, et ce n'était sans doute pas l'intention de Romero. Devant le succès inattendu de son film, celui-ci est pressé de toutes parts d'y réaliser une suite. Et il refusera longtemps avant de mettre en chantier Zombie en 1978, où il va s'agir de mettre en image une charge féroce contre le consumérisme galopant de l'époque. Zombie, sorti 10 ans après La Nuit des Morts Vivants, est souvent présenté comme son remake, puisque rétrospectivement, il convient plutôt de considérer le film comme la véritable naissance de la saga de Romero, où la possibilité d'une continuité presque infinie dans le propos devient évidente et le potentiel politique d'autant plus présent. Selon un canevas presque similaire à celui de son prédécesseur, Zombie oppose un groupe de survivants aux ordres sortis des tombes, les premiers étant réfugiés dans un supermarché qui leur assure une abondance de moyens de survie et de lutte. Repris dans un contexte économico-politique mondial différent, la figure du mort-vivant est désormais une image à peine déformée du consommateur type. Alors que s'annonce sous la férule de Ronald Reagan et autres Margaret Thatcher, la décennie qui verra le capitalisme libéral triomphant. Zombie débute d'emblée avec la mise en image de la lutte des vivants contre les morts. Comme à la fin de La Nuit des Morts Vivants, le monde est en lutte contre une épidémie qui relève les morts de leur tombe pour dévorer les vivants. Des scientifiques et des intellectuels débattent de l'attitude à adopter face à la menace, et certains, teintés de religion, se refusent de se comporter de façon matérialiste et à éliminer les monstres sans la moindre émotion. Vous voyez cet archétype du mec chiant qui dit à chaque fois « Oh non, on va pas les tuer, c'est peut-être encore une source d'humanité. Putain !» Bref, la division de la société est notamment accentuée par la séquence suivante, montrant l'assaut de militaires sur un immeuble où une communauté refuse de laisser partir ses morts. Le constat imprègne tout le film, la bataille est déjà perdue car les liens sociaux sont détruits et la société ne peut pas s'adapter suffisamment vite. Paralysés dans leur refus maladif de remettre en cause leur civilisation, les vivants ne peuvent que survivre, cachés en attendant une mort inéculable. La mise en scène de la terreur passe par la multiplication des zombies plus nombreux que dans La Nuit des Morts Vivants et surtout par leur sortie de l'ombre. Suprême corruption de la symbolique protectrice de la lumière, ils se meurent à présent en plein jour. Cette masse omniprésente est d'autant plus dangereuse que ses buts sont dérisoires, c'est avant tout par l'instinct de consommation que les morts assiègent le centre commercial tenu par les vivants. On retrouve cette métaphore sociale également dans l'excellente franchise vidéoludique Dead Rising qui pousse ce message à son paroxysme. La seule vie dont se souviennent ces créatures est le modèle social vanté par la culture occidentale d'après-guerre. J'existe parce que je consomme. Les vivants s'entre-déchirent aussi autour de la propriété et les symptômes visibles de cette lutte seront les tensions causées par le noir et la femme, l'un parce qu'il cherche à mener le groupe à sa façon et se relève plus efficace, et l'autre parce qu'elle refuse de se cantonner à un rôle muet d'objet sexuel et veut que son avis soit pris en compte dans les décisions du groupe. Fondamentalement, entre La Nuit des Morts Vivants et Zombie, la problématique reste la même. Si La Nuit des Morts Vivants laissait planer le doute de la possibilité d'un retour à la normale, Zombie annonce dès la première image que la norme a changé. Dès le début, les morts sont aussi présents que les vivants. La société telle que nous la connaissons ne pourra pas renaître. Prisonnier de la routine et du consumérisme, sacrifiant tout au paraître, le zombie du second film de la saga ressemble aux yuppies des années 80. Alors que les vivants demeurent toujours plus veuls, idiots, intéressés et nombrilistes, Romero semble dire à les zombies qu'il est vain d'espérer en l'homme qui ne changera plus sa course. Le portrait sordide qui dresse d'une humanité inféodée aux dieux mercantiles n'est pas un cri d'alarme, il est trop tard pour cela. Autrement dit, il est impossible de faire machine arrière. Après la fable ricanante et goguenarde qui était Zombie, Romero revient en 1986 à sa saga emblématique avec un film sombre et désespéré. Le jour des morts vivants, c'est le triomphe des monstres. Le groupe de survivants sur lequel se focalise le film se partage en 3 factions. Les scientifiques chargés par le gouvernement d'étudier le phénomène de zombification, les militaires censés leur apporter toute l'aide possible et quelques indépendants comme un pilote ou un opérateur radio. Tous vivent dans un huis clos étouffant, plus encore que dans les films précédents. Une base militaire en sous-sol. Les scientifiques, sous l'ordre d'un professeur aux tendances tortionnaires, espèrent pouvoir domestiquer les monstres. Les militaires, quant à eux, défendent une logique plus efficace, plus primaire, mais tout aussi glaçante, tirer sur les créatures tant qu'il leur reste des balles. Entre les deux camps, la tension va monter doucement, pour finir par éclater en ne laissant pour ceux qui gardent un semblant de santé mentale que la fuite comme seul recours. Comme pour Zombie, toute autre idée de solution comme celle de la fuite apparaît dès le départ comme vouée à l'échec. La domestication relève des tortures les plus barbares, ce qui permet d'ailleurs à Tom Savini, aux commandes des effets spéciaux, de réaliser des miracles dans le latex organique qui ne sont pas sans rappeler le travail de Rob Bottin dans The Thing de John Carpenter. Quant aux militaires, ils relèvent de la caricature la plus basique de tout ce qui peut porter un uniforme. Entre fascination pour les armes, on remarque phallocrate, humour de caserne et passion de l'autorité.
Dans Le Jour des Morts Vivants, je me pose la question de l'animalité de l'homme et de la décadence de la société, déclare Georges Romero. Le conflit de base dépeint par le film est donc celui d'une guerre de territoire entre les vivants et les morts. L'important n'est plus pour les vivants de prouver par la force ou la raison la supériorité de leur état, mais bien de satisfaire le besoin primitif de propriété. Contrairement aux deux premiers films de la saga, Le Jour des Morts Vivants est un film qui met longtemps à lancer son action, du point de vue de l'horreur pure et simple. Près des deux premiers tiers du film sont consacrés à la vie dans la base souterraine et à la délinquance des rapports humains. Plusieurs ressorts sociaux participent à cette dégénérescence de la société et les critiques chères à Romero réapparaissent. La soif de pouvoir toujours plus dérisoire est la principale de ses caractéristiques. La principale protagoniste du film est une femme tenant de la communauté scientifique, qui entretient cependant une liaison avec un militaire, ce qui illustre un illusoire pont de réunion entre les deux factions, qui finira par l'exclure. Le reproche qui lui est adressé, c'est de vouloir s'arroger le droit à une autorité qui doit lui être interdite selon les codes machinistes de la société. Si Romero opère avec ce personnage un glissement sémantique, le véritable enjeu reste similaire. Puisqu'après les deux noirs des premiers films, une femme prend le relais. Il s'agit encore et toujours de donner la parole aux exclus de la société, c'est-à-dire aux minorités radicales ou aux minorités de genre. Pour la première fois de la saga, cependant, la sympathie de Romero envers ces créatures comme vecteurs d'un monde moins corrompu apparaît clairement dans ce film. Non seulement le comportement terriblement primaire des vivants les condamne sans appel, mais le film donne une véritable vedette à un mort. Bud. Bub de son nom, il est le sujet d'études du scientifique en chef. Doué d'un semblant de mémoire et de contrôle sur son instinct cannibale, il légitime aux yeux de la communauté scientifique les recherches terribles menées dans la base. Mais avant tout, il acquiert aux yeux du public un capital de sympathie étonnant. Bub s'impose comme une image ironique d'un être jugé comme monstrueux par la norme, mais qui dans son usage et ses codes moraux ou traditionnels démontre à la société la vacuité de sa civilisation. C'est également ainsi qu'il se pose en figure emblématique d'une nouvelle race, douée de suffisamment de discernement pour être considéré plus proche de l'humain que de l'animal, et donc envers qui le comportement violemment arbitraire des vivants ne saurait plus s'appliquer. Sorte de figure christique, grotesque et nouveau messie d'une race Oni, Bub termine le film sur la voie d'une nouvelle évolution vers la civilisation. Les quelques survivants fuient mais resteront hantés par leur traumatisme. Une telle fin par son audace et par la logique de son propos en regard des deux films précédents pourrait être légitimement considérée comme la conclusion de la saga morbide et ironique de la destruction de l'humanité par ses propres travers, l'isolement, le mépris, le racisme, le sexisme, la soif de pouvoir et la vacuité. Portrait d'une humanité tellement déliquescente qu'elle substitue complètement l'autorité de la morale comme moteur de civilisation, Le Jour des Morts Vivants reste important en cela, qui boucle pertinemment la saga des morts de Romero, même si Le Territoire des Morts prouvera plus tard que cette fin est momentanée. Quoi de plus logique après tout que de renaître toujours pour une histoire de mort vivant. La sortie en 2005 du nouveau volet de la saga de Romero est un événement en plus d'un titre, puisque c'est d'abord l'occasion de ressentir avec toute l'actualité possible la pertinence de son discours critique. Le Territoire des Morts nous parle de notre monde, de nous-mêmes, plus encore que ses prédécesseurs. C'est aussi le premier budget décent de son réalisateur pour la saga. À titre de comparaison, La Nuit des Morts Vivants a coûté 110 000 $, là où Le Territoire des Morts Vivants a coûté 17 millions. Ce luxe budgétaire permet à Romero de voir les choses en grand, avec un scénario plus construit, plus complexe que ses prédécesseurs, et dans des décors plus élaborés également. Là où les autres films de la série tirent leur force d'un minimalisme scénaristique et artistique percutant, Le Territoire des Morts se paye le luxe d'une véritable intrigue, au-delà du perpétuel conflit vivant-mort. Dans un futur indéterminé, Findler Green est une tour luxueuse qui abrite une élite richissime sous la férule de son leader Kaufman. Celui-ci est parvenu à isoler du monde infesté de morts un territoire qui protège grâce aux soins du milice. Autour, séparés des créatures par un bras de fleuve, survit une humanité pauvre, employée comme petite main par Kaufman. C'est parmi cette cour des miracles que sont recrutés les membres des commandos qui organisent des raids dans les villes tenues par les morts. Alors que l'un des mercenaires, mécontent du mépris que lui témoigne Kaufman, décide de dérober le camion surarmé dont se servent les commandos pour menacer Findler Green du pluie de feu. L'un des morts, cousin de Bob du film précédent, est plus éveillé que les autres, décide de mener la horde des morts vers la cité insulaire. Plus à l'aise financièrement que dans ses autres films, Romero ne se laisse pas cependant aller à la folie des grandeurs. Il place son film sous le signe d'un retour aux recettes traditionnelles de la série B solide des années 80. Cette efficacité formelle, fidélité aux recettes d'un cinéma populaire et presque popcorn, n'empêche pas le film d'être empreint de la fibre politique de ses prédécesseurs, bien au contraire. Le film possède la même hargne, rendue plus agressive encore par l'actualité des propos. Le scénario fonctionne selon un principe de balance, tandis que les morts gagnent rapidement une clarté d'esprit relative, mais suffisamment présente pour leur permettre des démonstrations de fraternité et de désir de revanche. Les humains plongent toujours plus profondément dans les travers matérialistes, dénoncés dans la saga. Certains parmi eux finissent même par rejoindre le camp des monstres, mais le plus immonde d'entre eux reste Kaufman, tyran méprisant et d'un cynisme abominable qui le place d'emblée parmi les plus inhumains. Tandis que les humains se terrent derrière les murs de Findler Green et oublient leur angoisse dans les plaisirs matérialistes de ce paquebot de luxe vers son tour, les morts sont quant à eux la cible d'une agressivité qui n'est plus motivée par la peur
mais bien par la haine. Hypnotisés par les feux d'artifice, ils ne sont plus en effet capables du moindre mouvement et servent de cible évidente aux commandos dans une débauche de violence gratuite. Ils sont dès le départ considérés en tant que victimes et non plus agresseurs, et la marche vengeresse qu'ils entament sous la direction de Big Daddy s'acquiert la sympathie du réalisateur et de ses spectateurs. Finalement, l'équipe toujours plus ténue maintenue entre l'identification du public aux vivants et celle aux morts penche en faveur des monstres. Égoncée par un luxe obscène par lequel elle se voile le regard, occultant un monde extérieur qu'elle opprime, exploite et redoute en même temps, la ville apparaît comme la jumelle métaphorique de l'Occident et surtout des États-Unis dans le monde post-11 septembre. Comment ne pas penser à l'assaut sur Bagdad lorsque les miliciens du pouvoir débarquent dans les villes hostiles, où chacun peut être un agresseur potentiel, cachant leur terreur d'un milieu hostile derrière des armes ultra perfectionnées. Apparemment facile d'accès, le territoire des morts n'en est que plus audacieux. Le message politique n'en est que plus fortement perceptible, mais la critique évidente relève aussi d'une approche plus fine. Si la peur du monstre traditionnellement présentée dans la saga devient obsolète avec ce film, c'est une nouvelle peur qui sous-entend tout le film. Assumant désormais pleinement son statut de cinéaste à message politique, Romero double son analyse de gauche d'une réflexion plus objective de la nouvelle peur occidentale, celle de voir s'écrouler les protections illusoires de la puissance politique et financière. Romero le dit, en 4 films, le monstre dont nous avons tellement peur, c'est nous, nos habitudes, nos compromis moraux, notre impuissance à nous remettre en question. Le mort-vivant dans ces films, c'est ce qui, en nous effraie tellement que peut-être, un jour de lucidité, nous pourrions essayer d'y remédier. Et en soi, nous ferions bien de suivre son conseil. C'est la fin de cette rétrospective sur la filmographie zombiesque de George Romero. C'était Louane. Ciao tout le monde.